Télé 50, simplement congolais. La panique demeure à Kinshasa autour de l'approvisionnement en carburant. De longues files d'attente sont observées dans les stations-service malgré les assurances de la ministre de tutelle. Son collègue de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a été entendu par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. En politique, non, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale n'a pas rejoint l'UDPS. L'équipe de communication de Janine Mabunda, cadre du PPRD, a sèchement démenti cette rumeur qui prenait de l'ampleur dans la journée. Des nouvelles du séjour du président de la République dans le Bandundu. Le ministre des Infrastructures a dû brusquement interrompre sa participation à la conférence de gouverneurs pour superviser les travaux de réhabilitation de la route Kikwit coupée suite à une pluie torrentielle dans la nuit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal avec la question préoccupante de l'approvisionnement en carburant à la suite d'une invitation du président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre en charge de l'économie s'est présenté devant les élus au centre des échanges. La hausse du prix du baril du pétrole sur le marché international dans un contexte géopolitique tendu, notamment en lien avec la crise dans le Golfe. Daniel Mukoko Samba a tenu à rassurer, affirmant que des dispositions sont prises pour maintenir un niveau de stock suffisant et garantir un approvisionnement régulier. Deux axes principaux ont été examinés au cours de ces échanges, à savoir les mesures immédiates prises par le gouvernement ainsi que les perspectives et stratégies à moyen et long terme. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Mukoko Samba, a affirmé que la situation avant la guerre a été globalement maîtrisée. Il a présenté à la commission un état des lieux rassurant dans ces secteurs et un plan de contingence visant à garantir la disponibilité continue des produits pétroliers, assurer une distribution efficace des produits et maintenir l'attractivité du marché des Congolais pour les fournisseurs. Le président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, Guy Mafuta Kabongo, dit être satisfait des propos du gouvernement. Il revient au peuple d'être serein, de faire confiance à son gouvernement parce qu'ils ne sont pas encore dépassés. Ils sont en train de contenir cette crise et nous pensons qu'avec les stratégies mises en place, on peut encore tenir pendant un bon moment. Quant au vice-premier ministre Mukoko Samba, il a trouvé les mots justes pour préparer la population aux réalités rattachées à cette guerre au Moyen-Orient. Pour moi, retard comblé pour tozonga na situation où ils allaient que autant la 2-3 stations sans que au moins la station za côté Mboka ndenge to vandi lelo ezala biso batoza na ouest ezala batoza na sud. Stock à carburant ezali gouvernement zosala nyonso pour ba stock ya sikape et continuer koya pour to koya na situation ya ozanga ba produits pétroliers. À cet effet, il a précisé que les produits pétroliers continuent d'être disponibles et que les mesures sont prises pour consolider un stock réel et durable mis à la disposition de l'État avec l'appui des entreprises publiques Sonaïdroc et Cobil. Le gouvernement réaffirme son engagement à stabiliser les prix, à protéger les pouvoirs d'achat des ménages et à renforcer durablement les secteurs pétroliers national. Dans ce climat déjà tendu, des voix s'élèvent au sein de la même administration. Les agents et cadres du ministère des Hydrocarbures dénoncent le non-paiement de leurs primes dites efforts de reconstruction et stock stratégique, ainsi que la violation de l'article 249 du décret numéro 25/14 du 1er avril 2025. Ils en appellent à l'arbitrage de la Première ministre afin de rétablir leurs droits et d'assurer la conformité des mesures en vigueur. Les agents et cadres de la division des hydrocarbures que vous voyez ici présents viennent à nouveau, parce que nous sommes là à la deuxième semaine de notre mouvement de grève, mais les revendications datent d'il y a
maintenant 1 mois, nous exigeons de l'employeur, à savoir la ministre d'État, d'accéder à nos revendications. Ces revendications sont au nombre de 2, principalement. Il s'agit d'abord de notre émargement de la rubrique de la parafiscalité de la structure des prix, nommée effort de reconstruction et stock stratégique. Nos revendications sont légitimes et notre droit nous remonte à 2016. En 2016, le bas syndical a conclu un procès verbal synthétique et la primature avait accédé aux revendications des agents et cadres du ministère des hydrocarbures. La matérialisation a traîné, ça fait 10 ans, mais la primature a tenu son engagement et nous sommes étonnés de voir que notre employeur ne s'exécute pas jusqu'à ces jours. Alors la seconde revendication se rapporte à la quotité revenant à l'administration au terme du paiement des droits de passage pour les produits pétroliers en transit. Notre contestation se rapporte principalement à la violation de l'article 249 du décret portant règlement d'hydrocarbures. Nous refusons de voir dans un quelconque arrêté une disposition qui donnerait une affectation autre que celle prévue par le dit article. Alors, après plusieurs sollicitations, plusieurs approches des négociations à l'amiable, nous avons constaté le refus de l'autorité de pouvoir solutionner cette crise. C'est ainsi que les agents et cadres du ministère des hydrocarbures ont décidé de se prendre en charge et d'utiliser tous les moyens légaux pour faire entendre leur voix. Comprenez donc la méfiance dans l'état d'esprit des consommateurs qui font la sourde oreille quant aux assurances des dirigeants à Kinshasa. Les files d'attente s'allongent, le stress gagne les usagers et le transport urbain s'en trouve perturbé. Avec le câble Internet de plus en plus disponible, chacun y va de son explication. La fermeture du détroit d'Ormuz est évoquée dans des échanges comme une des origines de l'agitation. À première vue, les liens semblent évidents. Le détroit d'Ormuz constitue l'un des points névralgiques du commerce mondial du pétrole. Une grande partie des exportations du pays du Golfe y transitent quotidiennement. Sa fermeture, même temporaire, entraîne automatiquement une perturbation de l'approvisionnement mondial et une hausse des prix du baril sur les marchés internationaux. Dans ce contexte, des pays fortement dépendants des importations pétrolières comme la République démocratique du Congo se retrouvent particulièrement exposées. Cependant, réduire la situation de Kinshasa à cette seule cause serait une simplification excessive. En réalité, la crise actuelle semble être le résultat d'un enchevêtrement des facteurs externes et internes. Certes, les tensions géopolitiques au Moyen-Âge influencent les délais d'approvisionnement et les coûts d'importation. Mais sur le plan local, d'autres éléments viennent aggraver la situation. Parmi ceux-ci figurent notamment les dysfonctionnements dans la chaîne de distribution, les lenteurs logistiques ainsi que certaines pratiques spéculatives observées dans les circuits de commercialisation. À cela s'ajoute un phénomène psychologique bien connu. La crainte de manquer pousse les consommateurs à s'approvisionner en masse, accentuant artificiellement la rareté dans les stations-service. Par ailleurs, les autorités congolaises se veulent rassurantes, affirmant que les stocks disponibles restent suffisants pour couvrir la demande. Cette déclaration met en lumière un autre aspect du problème. Il ne s'agit pas toujours d'une pénurie réelle, mais parfois d'une tension conjoncturelle amplifiée par la perspection collective. Ainsi, la situation actuelle à Kinshasa ne peut être expliquée par un seul facteur. Elle résulte plutôt d'un effet domino ou d'une crise internationale. En l'occurrence, celle du détroit d'Ormuz vient révéler et exacerber les fragilités structurelles du système d'approvisionnement national. Dans un tout autre registre, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwaliavita a procédé à la livraison de 4 bâtiments modernes destinés à la 11e région militaire de Kikwit, 19 mois après le lancement des travaux. Ces infrastructures comprennent notamment un quartier général, un hôpital militaire régional, un auditorat, une haute cour militaire ainsi qu'une messe des officiers. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de réforme et de modernisation des forces armées conformément à la vision du président de la République.
Et cela se passe dans le Bandundu qui accueille chaleureusement Félix Tshisekedi ce mardi déjà, venu prendre part à la 13e conférence des gouverneurs. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, qui est à la base d'une forte mobilisation populaire pour le chef de l'État, a salué ses efforts en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. À l'aéroport de Bandundu-Ville, en marge de la 13e conférence des gouverneurs, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a pris une part active à l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mardi 24 mars 2026. Aux côtés de ses collègues et d'autres autorités venues de différentes provinces, elle s'est mêlée à la foule mobilisée pour l'occasion. Militants et cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents. Un peu plus tôt, la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait également été accueillie dans le cadre des préparatifs de ses assises. Se confiant à la presse, la gouverneure du Lualaba a salué l'engagement du chef de l'État, mettant en avant les actions entreprises à travers le pays. De la province et de l'accueil de la population de Puy. Je me suis sentie à la maison. Je dis encore merci à toute la population. Voici aujourd'hui dans la ville de Bandundu, dans la province de Puy. Le développement est en marche. Tout ce que nous pouvons dire au président, c'est félicitations pour ces grands cœurs d'amour de construire notre pays. À son arrivée, le chef de l'État a bénéficié des honneurs militaires, passé les troupes en revue, puis salué les différentes autorités. Le long de la route de l'aéroport, il a pris le temps de saluer la population. Cette 13e conférence des gouverneurs réunit les exécutifs provinciaux ainsi que les présidents des assemblées provinciales. L'organe délibérant du Lualaba est représenté par Archimède Kabea Kalassa, vice-président. Dans la foulée, le président Tshisekedi inaugurera quelques ouvrages d'intérêt public réalisés dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Seulement, dans la nuit, une forte pluie s'est abattue sur la province et pas sans conséquences. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Manzalunda, présent dans la suite du chef de l'État, a été dépêché en urgence à Kikwit pour évaluer l'ampleur des dégâts. Ces intempéries ont causé des pertes en vies humaines et d'importants dommages sur la RN1. Sur place, il a ordonné le lancement immédiat des travaux de réhabilitation. Face à la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, ayant emporté des vies humaines et endommagé le national numéro 1, qui s'est coupé en deux au niveau de l'érosion Ouazabanga, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a interrompu sa participation aux travaux de la 13e conférence des gouverneurs à Bandundu-Ville. Dépêché par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour arriver urgemment à Kikwit afin de mesurer l'ampleur du drame. Aujourd'hui, nous avons été réveillés par une situation dramatique sur les sites érosifs de Ouazabanga, ici à Kikwit. Moi, je viens de Bandundu-Ville. J'ai dû interrompre ma participation aux travaux de la 13e conférence des gouverneurs pour venir au chevet de la population de Kikwit. C'est sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a dépêché immédiatement pour venir prendre en charge ces travaux d'extrême urgence. Aussitôt arrivé, le ministre John Banzalunda a vite pris la direction de la route de la grande érosion Ouazabanga dans la commune d'Nzida. L'objectif est clair, inspecter cette route d'importance capitale coupée en deux par cette érosion après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville dans la nuit du 24 au 25 mars 2026. Aussitôt arrivé sur les lieux et après constat sur ordre du président de la République, John Banzalunda a réalisé l'ampleur des dégâts et convoqué une réunion d'urgence de circonstances sous les acclamations de la population riveraine qui a senti une lueur d'espoir. Entouré de toutes les structures techniques du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, il a été décidé le lancement des travaux express afin de sauver non seulement cette route d'approvisionnement, mais aussi protéger les réseaux de la Société nationale d'électricité pour permettre ainsi à la population kikwitoise d'évacuer librement sa mobilité. Nous avons décidé de commencer les travaux maintenant, pas aujourd'hui, maintenant là, avec une entreprise partenaire. Donc dans quelques minutes, vous allez voir que nous allons déployer les engins ici pour que les travaux commencent immédiatement. Donc à la population de Kikwit, elle doit être apaisée
parce que le gouvernement central prend immédiatement en charge cette situation et nous allons juguler cette érosion. Il s'en suivra par la suite une descente à l'hôpital général de Kikwit, laquelle infrastructure est en pleine modernisation et ce, répondant aux standards internationaux. Et au lendemain de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Kakobula, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Mesako Mimolendo, a procédé à la mise en service officielle de la centrale solaire de Bulungu, réalisée par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, dans la province du Kwilu. D'une capacité totale de 1 MWC, déployée en 2 phases de 500 kWc réparties en 5 sites, la première phase a été officiellement mise en exploitation ce jour, soit 500 kWc, site Athénée 200 kWc et site Séni 300 kWc. Reposant sur une technologie solaire photovoltaïque, cette infrastructure intègre des réseaux de distribution ainsi qu'un dispositif de services publics et à soutenir les activités économiques locales. La centrale solaire photovoltaïque que nous inaugurons ce jour est l'expression de la stratégie globalisante qui transcende la fatalité géographique et garantit l'égalité des chances à tous les Congolais. C'est un acte de souveraineté et de justice, un jalon majeur de la politique de rééquilibrage national et la marque d'un État responsable qui planifie et qui bâtit. Cet ouvrage est l'expression d'une gouvernance de la redevabilité. Nous ne contentons plus de promettre, nous livrons. Cette mise en service permettra de desservir plus de 4000 ménages, soit près de 28 000 bénéficiaires, tout en favorisant le développement des usagers productifs au-delà de la tombée de la nuit. Cette réalisation, portée par ANSER, traduit la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la détermination du gouvernement à accélérer l'électrification rurale et à corriger durablement les inégalités d'accès aux services énergétiques essentiels sur l'ensemble du territoire national. Actualité politique à présent. D'abord, ce démenti formel. Contrairement aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, Janine Mabunda n'a ni adhéré à l'UDPS, ni accordé d'interview à ce sujet. Dans un communiqué, sa cellule de communication appelle à la responsabilité dans la diffusion de l'information et invite à privilégier des sources fiables. Dans ce communiqué de presse, la cellule de communication de la présidente honoraire de l'Assemblée nationale renseigne que face à la circulation croissante d'informations non vérifiées sur les médias digitaux, attribuant à tort à Madame Janine Mabunda des propos, prises de position ou situations inexactes, il est important d'apporter la clarification suivante. Madame Janine Mabunda dément formellement l'ensemble de ces allégations. Elle ne s'est exprimée en aucun moment sur les sujets évoqués. Par ailleurs, sa vie privée et familiale doit être respectée. Le communiqué de presse appelle chacun à faire preuve de responsabilité dans le partage de l'information et à privilégier des sources fiables. Le communiqué de presse précise par ailleurs que la présidente honoraire de l'Assemblée nationale se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et commanditaires. Entre-temps, le calvaire de Bahati Lukwebo se poursuit en ce premier trimestre de l'année. Après avoir jeté l'éponge quant à son siège de vice-président au Sénat, c'est peut-être son regroupement politique, l'FDCA, qui est en train de lui glisser entre les doigts. Des membres fondateurs ont publiquement rejeté sa récente prise de position, réaffirmant leur attachement aux décisions collégiales de l'Union sacrée, désavouant clairement Modeste Bahati Lukwebo. A pris sa démission de son poste de deuxième vice-président du Sénat, la position du bureau. Suite à sa dernière sortie médiatique, la famille politique de Modeste Bahati Lukwebo vient elle aussi de se désolidariser de ces derniers. La FDC, étant membre de l'Union sacrée de la Nation, affirme qu'à ce titre, elle ne peut aller à l'encontre d'une décision collégialement prise au sein de la plateforme. D'après les bureaux politiques de la FDC, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est allé à l'encontre des orientations stratégiques de l'Union sacrée de la Nation en exprimant, au nom du parti, sans l'accord préalable des organes statutaires, ce qui a engendré un climat de méfiance et d'inquiétude. Vu son refus
de revenir publiquement sur ses déclarations, et ce, en dépit de ses engagements pris avant la tenue du dernier congrès de l'FDC du 15 mars 2026, congrès qui lui avait renouvelé la confiance de la base, sous réserve qu'il revienne sur ses propos controversés. À cet effet, l'FDC désapprouve avec la plus grande fermeté la dernière prise de position du sénateur Modeste Bahati Lukwebo et réaffirme son attachement aux décisions prises au sein de l'Union sacrée de la Nation dans le respect de la discipline et de la cohésion publique. Le collège des fondateurs, fort du principe de parallélisme des formes, revêtu du pouvoir de fondateur et par conséquent de celui de refondateur, décide à dater de ce jour de la mise en place du comité de crise, organe extra-statutaire avec pour objet de maintenir les équipes du parti au sein de l'Union sacrée de la Nation, de ramener la confiance et la cohésion au sein de ces structures, de convoquer et organiser un congrès extraordinaire du parti dans un délai raisonnable. 2. De désigner l'un parmi les membres fondateurs et les différentes structures, le camarade Otto Baïzi Clovis, président du comité de crise et président national du parti faisant fonction, assisté de 4 cadres du parti, dont un issu de l'Assemblée nationale, un du Sénat et 2 choisis parmi les mandataires du parti au sein des autres institutions publiques. À nos camarades laissés pour compte qui ne savaient plus à quel sein se vouer en ce moment de tempête, vous qui avez enduré les brimades et les frustrations, nous vous appelons en ce moment difficile que traverse le parti à saisir la main tendue de l'autorité de référence. Par ailleurs, l'FDC rappelle à tous le respect strict des statuts et du règlement intérieur du parti, notamment en ce qui concerne toute prise de position officielle engageant l'FDC. De presse mascarade, selon le parti politique de l'intéressé, une position rejetée catégoriquement par le secrétariat général du parti. Guy Richard Malongo affirme que ces actes posés par des individus pour la plupart inconnus du parti n'engagent nullement la formation politique AFDC et le collège des avocats est déjà instruit afin de lancer des poursuites judiciaires contre les usurpateurs. Dans ce communiqué, le secrétariat général de la FDC porte à la connaissance de l'opinion publique, des militantes et militants ainsi que de l'ensemble des partenaires politiques et sociaux qu'il a été constaté avec regret des prises de position et des déclarations émanant d'un poignet d'individus se réclamant abusivement fondateurs de l'AFDC. Le parti tient à rappeler avec fermeté que seules les instances régulièrement constituées et les responsables d'UM mandatés sont habilités à engager le parti, à s'exprimer en son nom et à définir sa ligne politique. Toute initiative contraire constitue une violation flagrante des textes fondamentaux et des règles de fonctionnement internes. Le communiqué indique qu'en conséquence, les actes posés par ces individus, pour la plupart inconnus, sans qualité ni titre, n'engagent en rien le parti AFDC. Le collège des avocats de la FDC est instruit dès ces jours d'engager des poursuites judiciaires contre ces individus. Le secrétariat général appelle l'ensemble des militants et militantes à la vigilance, à la discipline et au respect strict des statuts et règlements du parti. La FDC demeure engagée dans sa mission fondamentale au service du peuple et poursuivra dans l'unité et la responsabilité la mise en œuvre de son projet politique derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la conduite du président national statutaire et autorité morale de la FDC et de la FDCA, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Dans l'est du pays, cette fois précisément en Ituri, une enquête menée auprès de 1141 personnes met en lumière une opposition majoritaire aux activités pétrolières menées par l'Ouganda à proximité du lac Albert. Cette réticence s'explique notamment par l'absence de consultation des populations, les risques environnementaux et les menaces pesant sur les moyens de subsistance. Réalisé par le cadre de concertation sur les ressources naturelles CDCRN. Cette enquête montre que 60% des populations interrogées expriment des craintes majeures liées à la pollution, la destruction des écosystèmes et l'effondrement de leurs moyens de subsistance qui dépendent de la pêche et de ressources naturelles. L'État congolais développe une stratégie nationale pour préserver ou protéger les lacs. Et là, ça demande le concours de plusieurs ministères.
Et notamment, parmi les éléments de cette stratégie serait de créer un fonds commun, par exemple, pour indemniser ou avoir des projets de développement dans les zones affectées par les projets. Dieudonné Kassonia, secrétaire permanent du CDCRN, rappelle que plus de 50% des pêcheurs dépendent directement de ressources halieutiques du lac Albert. Le projet d'exploitation des hydrocarbures se développe à proximité immédiate du territoire congolais sans qu'aucune consultation transfrontalière formelle ni évaluation environnementale conjointe n'ait été menée à ce jour. Et la population riveraine, selon l'enquête, affirme clairement son opposition formelle à toute activité pétrolière menée sans garantie pour leurs droits et l'environnement. Face à ces constats, le CDCRN, l'une des organisations de la coalition Notre Terre sans pétrole, a adressé cette semaine une série de demandes aux autorités congolaises et au gouvernement. Le CDCRN et la coalition Notre Terre sans pétrole restent disponibles pour toutes les informations complémentaires et se tiennent prêts à collaborer avec les autorités dans la recherche des solutions durables. Dans le reste de l'actualité, en province, au Olomami, le président de l'Assemblée provinciale, Basile Mouleba, a regagné son fief après la réhabilitation par la Cour constitutionnelle dans une ambiance populaire remarquée. C'est un signe d'unité que la population du Olomami a manifesté à l'égard du président de l'Assemblée provinciale, Basile Mouleba Tunish, réhabilité par la Cour constitutionnelle. Tous unis comme un seul homme, le président de l'Assemblée a été accueilli par une foule immense. Au pied de l'avion, il a appelé toute la population du Olomami à l'unité pour le développement de son entité. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous n'avons qu'un seul message. C'est un message de la paix. Nous sommes là uniquement pour la paix et pour l'intérêt de la province du Olomami. Le passé est passé, appartient à l'histoire. Regardons tous dans la même direction. Nous disons merci au chef de l'État. Nous disons aussi merci aux institutions judiciaires d'avoir dit le droit. Merci beaucoup. Nous saluons tout le monde, toute la population du Olomami. Nous leur disons merci de leur soutien. De l'aérodrome de Kamina, Basile Mouleba Tunish, président de l'Assemblée provinciale, réhabilité de plein droit, s'est dirigé au bureau de l'Assemblée provinciale pour son installation. Devant l'Assemblée, venu pour cette fin, les greffiers de la Cour d'appel du Olomami ont procédé à l'installation du président de l'Assemblée, Basile Mouleba Tunish, sous l'ambiance de la population. Le président de l'Assemblée qui a remercié la justice pour avoir dit les droits, rien que les droits. Il appelle les fils du Olomami à s'adhérer derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le peuple d'abord. À Likassi, un agriculteur a été indemnisé après la destruction de son champ de maïs par un engin d'une entreprise minière KPM, et ce, à l'issue d'une évaluation des pertes par les services compétents dans la commune de Panda. L'entreprise minière KPM a procédé à l'indemnisation d'un fermier dont le champ de maïs a été détruit au quartier Kakontoué dans la commune de Panda. Selon les informations recueillies, l'incident est survenu il y a 4 jours lors des travaux d'ouverture d'une route en terre. Un opérateur de la société aurait quitté le tracé initial, empiétant ici sur le champ et causant d'importants dégâts aux cultures. Alertées, les autorités provinciales du Haut-Katanga ont rapidement pris en charge le dossier sous l'impulsion du gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula, en donnant les injonctions au ministre provincial des Mines, Lucien Loumanou, pour un aboutissement heureux. Après les constats effectués par les services de l'agriculture, une évaluation des pertes a permis de fixer le montant de l'indemnisation. L'entreprise KPM s'est conformée aux recommandations en procédant au paiement aux propriétaires du champ. Ce geste est salué par les autorités locales qui y voient une volonté de préserver la cohabitation pacifique entre les entreprises minières et les communautés riveraines dans le respect des lois en vigueur. Par ailleurs, KPM rappelle son engagement social envers les populations de Mpanda, notamment
à travers plusieurs actions, dont l'appui apporté aux agriculteurs en début de saison culturelle avec la fourniture d'intrants et des semences. La SNCC a pris la parole pour faire la lumière sur le récent accident ferroviaire face au journaliste Trésor Kapuku Ngoi. Directeur général adjoint de cette entreprise a tenu à rétablir les faits dans un climat marqué par des rumeurs et l'inquiétude. Selon lui, le train impliqué dans l'accident n'était pas destiné au transport de personnes, mais bien en convoi de marchandises. Une précision importante alors que certaines informations relayaient un lourd bilan humain. La réalité est beaucoup plus contenue. 3 personnes ont perdu la vie lors de cet accident. La Société nationale des chemins de fer du Congo a tenu un point de presse ce mardi 24 mars 2026 à Lubumbashi, au lendemain du drame survenu sur son réseau ferroviaire à Kaundu, à 45 km du poste frontalier des Dilolo. Le directeur général adjoint Trésor Kapuku Ngoi a livré les premiers éléments de l'enquête. Selon lui, les trains impliqués n'étaient pas un convoi de passagers, mais un train marchandises. Les bilans officiels fait état des 3 décès, 2 passagers clandestins monté illégalement à bord et un employé de la SNCC. Ces derniers participaient aux accords avec les partenaires logisticiens propriétaires du matériel accidenté. L'information principale est que le train qui a connu le drame, c'est un train marchandise. La vie humaine est sacrée. Même une seule victime, c'est à déplorer et nous profitons de la circonstance pour présenter nos condoléances. Le directeur général adjoint a précisé par ailleurs que les trains n'appartenaient pas à la Société nationale des chemins de fer du Congo, mais à ses partenaires qui collaborent avec l'entreprise depuis 2 ans. C'est lui qui a été la conduite de ce train. C'est un conducteur chevronné. Mais malheureusement, ce que je pourrais reprocher à notre partenaire, c'est de n'avoir pas fait attention sur le passé et du gars qu'il a engagé. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de l'accident et éviter que de tels drames ne se reproduisent. La direction générale multiplie les échanges avec ses partenaires afin de relancer durablement les activités de l'entreprise. C'est dans ce cadre qu'il a échangé tour à tour avec la firme Huawei et le FPI en vue de remettre cette entreprise sur les rails. C'est un véritable processus de redynamisation de Transco que poursuit le directeur général de cette entreprise des transports en RDC. Ce mercredi, le directeur général a eu une séance de travail avec ses collègues de la société Huawei et du Fonds pour la promotion des investissements FPI. Avec la forme internationale Huawei, le DG Kilubu a plaidé pour la digitalisation intégrale du système des ventes, des tickets et de la gestion intégrale du parc automobile de Transco. Une fois nous digitalisons les activités de Transco, je crois que les recettes seront canalisées. Et nous sommes en train de voir aussi comment est-ce qu'il faut améliorer notre service pour que à jamais Transco puisse devenir une société indispensable pour le mouvement de la population. Vous pouvez compter sur nous et croire que dans les jours à venir, vous allez vivre un autre Transco et vous allez constater le travail que nous allons faire sur le terrain. Pour ce faire, il compte sur l'expertise des Huawei qui a déjà montré ses preuves sur le plan international. Vous le savez bien, c'est parmi nos priorités, parmi les priorités de la nouvelle équipe, c'est arriver à digitaliser le système des billetteries, arriver à digitaliser tout l'ensemble, même la surveillance au niveau électronique et au niveau des vidéosurveillance et autres. Et nous pensons qu'avec Huawei, nous pouvons faire mieux et Huawei pourrait aussi nous faciliter la tâche, nous accompagner dans ce projet. Quant à la réunion tenue avec le directeur général du FPI, le numéro 1 des Transco a plaidé pour l'aménagement général du garage de son établissement en comptant sur l'accompagnement du directeur général. Toutes ces séances de travail témoignent la vision que le directeur Kilubu a pour assurer le redressement et le développement intégral de Transco.
Autre nouvelle des entreprises publiques, l'Office congolais de contrôle a procédé à l'inspection des nouvelles infrastructures destinées à accueillir des équipements de laboratoire récemment acquis. C'est sur implication de la directrice générale ad intérim, Christelle Moabilou. Terminant ce journal à Kinshasa, dans la commune de Ngalema, au quartier Kimpe, l'installation d'une morgue suscite une vive inquiétude parmi les riverains. Ceux-ci dénoncent les risques sanitaires potentiels et annoncent leur intention de manifester dans les rues ce week-end. Un reportage de Gaëtan Koubabrandi. Sur ces images amateurs, un élément qui alerte. Le tuyau d'échappement d'un incinérateur. Nous sommes à Delvaux, dans le quartier Kimpe, sur les avenues du marché et du tribunal, dans la commune d'Ngalema, un espace densément peuplé où cohabitent habitations, marchés, écoles et lieux publics. Pour les riverains, la présence d'une telle infrastructure soulève des sérieuses préoccupations. Ils évoquent des risques pour la santé liés notamment aux émissions polluantes, mais aussi des inquiétudes sécuritaires. Selon eux, l'installation d'une activité mortuaire dans ce cadre pourrait altérer le climat du quartier et, à terme, favoriser certaines formes d'insécurité. Les habitants disent avoir multiplié les démarches. Des correspondances ont été adressées au ministre de la Santé publique, tant au niveau national que provincial, au ministre de l'Environnement ainsi qu'au gouverneur de la ville. Une copie a également été transmise à la présidence de la République. À ce jour, aucune suite ne leur aurait été réservée. Atali Makindou, la représentante des habitants de Delvaux, dénonce ce qu'elle considère comme un silence préoccupant des autorités. Nous avons adressé des courriers aux responsables, aux autorités compétentes, au gouvernement. Nous avons écrit et nous avons même transmis copie pour information au président. Nous avons écrit au bourgmestre de la commune de Ngalema et nous avons aussi écrit à notre chef du quartier. Elle m'a reçu récemment, elle m'a fait comprendre que nous avons interdit à la dame, je ne sais pas moi, mais qui est derrière elle, qui la soutient. Au-delà du cas de Delvaux, cette affaire relance le débat sur la régulation des infrastructures sensibles en milieu urbain. Les activités mortuaires, lorsqu'elles sont implantées au cœur des habitations, peuvent heurter les sensibilités collectives. Un communiqué nécrologique avant de rappeler les titres. Il s'agit du décès de M. Placide Kapapa. La famille de l'honorable Placide Kapapa Mukanda Bantou a la profonde douleur d'annoncer le décès de l'illustre disparu, vice-gouverneur honoraire du Haut-Katanga, ancien député national, dignitaire d'État et grand notable katangais, survenu à Lubumbashi le lundi 23 mars 2026. En attendant le programme détaillé de ses obsèques qui auront lieu le lundi 30 mars 2026, le deuil est observé à son domicile, 6 au numéro 16 avenue IN Mazaz, quartier Golf Malela, référence Rabi Hotel à Lubumbashi. Que son âme repose en paix. Pour la famille Kapapa Mukanda Bantou. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La panique persiste à Kinshasa quant à l'approvisionnement du carburant. Des longues files sont observées dans les stations-service malgré les assurances de la ministre de tutelle. Son collègue de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a répondu à une invitation de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. Non, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale n'a pas rejoint l'UDPS. Janine Mabunda, cadre du PPRD, n'a pas pris part à une quelconque commémoration du parti présidentiel. Son équipe de communication a sèchement démenti cette rumeur qui prenait de l'ampleur dans la journée. Le ministre des ITP, John Banza, a interrompu sa participation à la conférence de gouverneurs ce mercredi pour inspecter le plus urgemment possible les dégâts causés par une pluie torrentielle en plein séjour du chef de l'État à Bandundu. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.